Il pénétra dans le manoir silencieux, ne s'attendant à entendre que l'écho de ses propres pas. Mais depuis la chambre des enfants, des rires s'élevaient, des rires sauvages, libres, et c'étaient les siens. Et à cet instant précis, tout ce qu'il croyait savoir d'elle s'effondra. La pluie tombait depuis l'aube, une bruine lente et tenace qui collait aux rues et estompait les contours du monde du milliardaire. Daniel Harrington était assis à l'arrière de sa Bentley noire avec chauffeur, les yeux fixés sur les lumières clignotantes de la ville. Il n'avait pas prévu de rentrer aujourd'hui. Pas si tôt. La réunion du conseil d'administration à Singapour s'était terminée avec 2 jours d'avance. Et au lieu d'annoncer son retour, il avait demandé à son pilote de préparer un plan de vol discret et de mettre le cap directement sur New York. Ce n'était pas qu'il se cachait. C'est qu'il n'était pas prêt. Depuis la mort d'Amanda, le mot « maison » avait toujours eu pour lui une résonance étrange. Le manoir ressemblait à un musée, parfait, froid, chaque pièce murmurant son souvenir d'une manière qui lui serrait la poitrine. Il s'y rendait lorsque c'était nécessaire, souriait pour les jumeaux, non, les triplés, puis repartait pour un autre voyage d'affaires urgent. La vérité, c'est qu'il ne savait pas comment être un père pour 3 enfants de 5 ans. Pas sans elle. Il s'agita sur son siège, desserrant sa cravate. Son reflet dans la vitre teintée montrait l'homme que le monde connaissait, mâchoire carrée, costume sur mesure, regard d'acier. Mais ce regard portait une pesanteur qu'aucun portrait dans Forbes n'aurait jamais pu saisir. La voiture franchit les grilles du domaine, les pneus crissant sur le gravier humide. Le manoir des Harrington se dressait devant lui, une structure tentaculaire de verre et de pierre. Des lumières brillaient faiblement dans l'ailée, les appartements des enfants. Il fronça les sourcils. À cette heure, Madame Cartwright, la gouvernante en chef, maintenait habituellement le calme. À l'intérieur, l'air embaumait un léger parfum de cire à la lavande et de pain fraîchement cuit. Ses pas résonnèrent sur le sol de marbre tandis qu'il posait sa mallette. Le personnel ne l'attendait pas, le hall d'entrée était donc désert. Un instant, le silence fut total. Puis, il l'entendit. Ce n'étaient pas les rires habituels de ses enfants jouant sous la surveillance d'une nounou. Non, c'était plus ample, plus riche. Des vagues de rire, aigus et sans retenue, qui flottaient dans l'air comme une musique. Et en dessous, une voix qu'il ne reconnut pas, chaude, basse, rythmée. Ses sourcils se froncèrent. Mais qui donc? Il suivit le son le long du couloir, dépassant le grand escalier, jusqu'à la porte ouverte de la chambre des enfants. De l'autre côté de la ville, avant l'arrivée inattendue de Daniel, Amara Johnson ignorait totalement que sa vie était sur le point de basculer. Elle était à genoux sur le tapis de jeu moelleux de la nurserie, ses tresses rassemblées en un chignon lâche, les joues rouges d'avoir couru après les triplés. Jacob, 5 ans, rebondissait sur le lit dans son pyjama de super-héros. Son frère jumeau, Jonah, construisait un château de cubes. Et la petite Johanna, née à peine 3 minutes après Jonah, était blottie contre Amara, gloussant alors que les doigts de celle-ci dansaient le long de ses côtes. « Tu n'échapperas pas au monstre des chatouilles. » Sourit Amara, fondant sur Jacob qui poussa un cri de joie. Son rire était sincère, mais derrière cette gaieté, Amara était fatiguée. Épuisée jusqu'à la moelle. Elle travaillait dans la maison des Harrington depuis 4 mois, depuis que Madame Cartwright l'avait engagée comme employée de maison résidente et aide occasionnelle pour les enfants. Mais l'occasionnel était devenu la norme, car les triplés l'adoraient d'une manière qu'il ne semblait pas partager avec les nounous professionnels qui se succédaient. Et elle les adorait en retour, plus qu'elle ne l'aurait cru. Peut-être était-ce parce qu'il lui rappelait ses jeunes frères et sœurs, restés à Atlanta, ce qu'elle avait pratiquement élevé après que leur mère fût tombée malade. Ou peut-être était-ce parce qu'elle voyait quelque chose dans leurs yeux. Elle y reconnaissait la solitude, celle qu'un manoir rempli de jouets ne pouvait guérir. Elle s'était donnée pour mission de combler ce vide, du moins pendant son séjour. Alors elle jouait, elle chantait, et ce soir, elle leur racontait l'histoire de la jungle de minuit qu'elle avait inventée, celle où de courageux lionceaux combattaient la lune grincheuse pour ramener les étoiles. Daniel se tenait sur le seuil de la nurserie, invisible un instant, et la scène qui s'offrait à lui le figea sur place. La pièce était une explosion de couleurs. Des oreillers éparpillés sur le sol. Des crayons de cire roulant sous les pieds. Une cabane en couverture affaissée dans un coin. Les cheveux de Johanna étaient en pompons désordonnés. Le pyjama de Jacob était à l'envers. Et les mains de Jonah étaient zébrées de feutre rouge et bleu. Au centre de tout cela se trouvait l'employée de maison. Elle ne se contentait pas de surveiller ses enfants. Elle était par terre avec eux, les chatouillant, riant, les laissant grimper sur elle comme si elle était leur propre portique de jeu. Et ils avaient l'air heureux. Vraiment heureux. Une boule se forma dans sa gorge avant qu'il ne puisse l'en empêcher. « Raconte-la encore, Amara. »
supplia Jonah en tapant dans ses mains. Amara secoua la tête avec une fausse sévérité. Non. Les histoires, c'est comme le gâteau au chocolat. Trop, et on a mal au ventre. C'est l'heure d'aller au lit. Oh. Gémit Jacob, se laissant tomber théâtralement sur le matelas. Ne me fais pas ce regard, dit-elle en agitant son doigt. Tu as école demain, tu te souviens? Et tu as besoin de ton énergie si tu veux me battre à cache-cache ce week-end. Daniel s'éclaircit la gorge alors, et le son brisa la bulle chaleureuse de la pièce. Amara se retourna, surprise, ses yeux s'écarquillant en le voyant sur le seuil. Elle se releva précipitamment. Monsieur Harrington, je ne savais pas que vous étiez. Manifestement, dit Daniel, sa voix neutre, mais teintée d'une nuance indéchiffrable. Les triplés se figèrent un instant, puis éclatèrent en cris excités. Papa. Ils se précipitèrent vers lui, enlaçant ses jambes, parlant tous en même temps. Il s'agenouilla pour les serrer dans ses bras, ses mains d'abord raides, puis s'adoucissant. Vous m'avez manqué, murmura-t-il, les mots étranges sur sa langue. Quand il releva les yeux, Amara le regardait, son expression partagée entre la nervosité et le défi, comme si elle ne savait pas s'il allait la féliciter ou la réprimander pour ce qui venait de se passer. Et ainsi, le décor était planté. 2 mondes, 2 personnes, l'un gardé par le deuil, l'autre par la résilience, entrant en collision d'une manière qu'aucun des deux n'avait prévue. Mais ce que Daniel avait vu ce soir-là était quelque chose qu'il ne pouvait oublier. Ce n'était pas seulement que l'employé de maison était doué avec ses enfants. C'était qu'en sa présence, il semblait appartenir à un monde dont il avait oublié l'existence. Daniel s'attarda dans la nurserie plus longtemps que prévu. Amara avait bordé les triplés sous leur couverture, lissant leurs cheveux en fredonnant une douce berceuse. Sa voix était basse, sans formation, mais stable, comme celle de quelqu'un qui avait chanté pour endormir des enfants plus de fois qu'elle ne pouvait compter. Daniel se surprit à s'appuyer légèrement contre le cadre de la porte, les bras croisés. Il ne se souvenait pas de la dernière fois qu'il était resté dans cette pièce après un rapide bonne nuit. Amanda insistait sur les rituels du coucher, histoire, lait chaud, prière. Mais après sa disparition, il avait délégué ses tâches au personnel. Maintenant, en regardant cette jeune femme en simple chemisier bleu s'agenouiller à côté de ses enfants comme s'ils étaient les siens, il se sentait désorienté. Quand Amara se leva pour partir, elle le remarqua, toujours là, et se figea. « Y a-t-il un problème, monsieur ?» Le mot « monsieur » l'écorcha, formel, distant, exactement comme il avait voulu que les choses soient. Je ne m'attendais simplement pas à trouver. Il fit un geste vague vers la cabane en couverture et les crayons éparpillés. Ceci. Son menton se releva légèrement. Vous voulez dire le désordre. Je veux dire, sa voix s'éteignit. La vérité semblait étrange à admettre. Je veux dire le rire. Si tard dans la nuit. Elle ne broncha pas. Ils ont eu une longue journée. J'ai pensé qu'un peu de joie avant de dormir leur ferait du bien. Le regard de Daniel se rétrécit, non pas de colère, mais de cette manière perçante et évaluatrice qui faisait transpirer des cadres supérieurs en salle de réunion. Et si je ne pense pas que ce soit approprié? La pause qui suivit fut dense. Alors, je suppose, dit doucement Amara, que je devrais vous demander ce que vous préférez qu'il retienne plus tard, les règles ou la joie. Les mots le frappèrent plus durement qu'il n'aurait dû. Il se dit que c'était de l'arrogance. Cette jeune femme lui parlant ainsi. Mais au fond de lui, quelque chose reconnut le défi dans son ton, et la sincérité. Il ne répondit pas. Au lieu de cela, il passa devant elle dans le couloir. « Rejoignez-moi dans la cuisine. J'aimerais vous parler. » La cuisine, avec ses comptoirs en marbre et son éclairage doux sous les armoires, paraissait caverneuse la nuit. Daniel se dirigea vers la machine à expresso. « Un café ?» proposa-t-il. Amara hésita. Si ce n'est pas trop de dérangement. Il appuya sur un bouton, la machine se mit en marche avec un vrombissement. L'odeur de l'expresso frais commença à remplir l'air. Alors, commença-t-il, son ton professionnel. Vous êtes ici depuis 4 mois. Oui. Et en 4 mois, mes enfants ont commencé à construire des forts dans la nurserie. Son sourcil se haussa légèrement. Ils ont aussi commencé à dessiner davantage, à poser plus de questions, à dormir toute la nuit, dit Amara d'un ton égal, et à beaucoup rire. Daniel sirota son café, l'étudiant par-dessus le bord de la tasse. Elle était calme, mais il y avait un feu sous ses mots. Vous pensez que je suis trop stricte? Ses yeux rencontrèrent les siens, sans ciller. Je pense que vous leur manquez. Et je pense que la structure est importante, mais la connexion l'est tout autant. Le silence entre eux se resserra. Daniel posa sa tasse. Vous ne savez pas ce que c'est que de perdre.
Il s'arrêta, la mâchoire crispée. La voix d'Amara s'adoucit. Vous avez raison. Je ne connais pas votre perte. Mais je sais ce que c'est d'être un enfant qui se sent invisible. Quelque chose en lui s'immobilisa. Il ne demanda pas de détails, mais il vit dans ses yeux que ce n'était pas une phrase en l'air. Elle venait d'un endroit réel. Ils se tournèrent tous les deux, alors que de faibles rires provenaient du couloir. Daniel faillit sourire. Presque. Ils sont encore réveillés. Amara eut un petit sourire presque coupable. Il chuchote probablement à propos des lionceaux et de la lune grincheuse. La quoi? Une histoire pour le coucher, dit-elle en haussant les épaules. C'est un peu notre truc. Pour des raisons qu'il ne pouvait expliquer, Daniel s'imagina ses enfants, des années plus tard, racontant cette histoire à leurs propres enfants. Pas grâce à lui, mais grâce à elle. Cette pensée le déstabilisa. Il se recula du comptoir. Bonne nuit, mademoiselle Johnson. Bonne nuit, monsieur Harrington. Mais alors qu'elle se tournait pour partir, elle ajouta doucement, pour ce que ça vaut, vous devriez rester demain soir. Juste une fois. Pour voir comment ils sont quand ils savent que vous venez. Daniel ne répondit pas, mais l'idée le suivit jusqu'à son bureau, comme l'écho lointain des rires d'enfants dans le couloir. Daniel ne dormit pas beaucoup cette nuit-là. Il resta assis dans son bureau, les lumières tamisées, la pluie tapotant contre les hautes fenêtres. Le rire des enfants persistait dans son esprit comme une mélodie tenace. Il se disait que c'était anodin, juste une employée faisant son travail d'une manière qu'il n'aurait pas choisie. Mais il y avait autre chose, ce défi dans ses yeux quand elle avait dit « Lequel préférez-vous qu'il retienne, les règles ou la joie ?» Ce n'était pas seulement audacieux. C'était troublant de vérité. Il ferma son ordinateur portable à minuit, essayant de chasser cette pensée. Le lendemain matin, la maison vibrait de son efficacité silencieuse habituelle. L'argenterie polie était disposée pour le petit déjeuner, le personnel se déplaçait vivement. Daniel entra dans la salle à manger et trouva les triplés déjà en train de manger des crêpes, leurs petites voix se superposant dans un joyeux brouhaha. « Papa !» sourit Jonah, agitant une fourchette couverte de sirop. « Tu es là !» ajouta Johanna, comme si c'était la chose la plus extraordinaire au monde. Daniel prit place au bout de la table. « Oui, j'ai pensé rester quelques jours. » Jacob se pencha vers ses frères et sœurs, chuchotant assez fort pour que Daniel l'entende. Peut-être qu'il entendra l'histoire de la jungle. Daniel jeta un coup d'œil à Amara, qui débarrassait des assiettes près de la porte de la cuisine. Elle évita son regard. Après le petit déjeuner, Daniel se surprit à observer plus que d'habitude. Il vit comment les enfants suivaient Amara, comment il l'écoutait quand elle parlait, comment elle parvenait à les faire enfiler leur manteau sans élever la voix. Cela le dérangeait, non pas parce qu'elle faisait quelque chose de mal, mais parce qu'elle le faisait mieux qu'il ne pourrait jamais l'imaginer, et cela signifiait qu'elle avait un pouvoir ici, plus qu'il n'était à l'aise avec. En fin d'après-midi, il la trouva seule dans la buanderie, pliant une pile de vêtements détriplés. « Mademoiselle Johnson » commença-t-il. Elle se redressa. « Oui, monsieur. J'apprécie votre dévouement, mais j'aimerais que vous mainteniez leur soirée plus calme. Plus de forts ou d'histoires élaborées avant le coucher. Il est important qu'ils aient une routine. » Amara plia un petit t-shirt sans le regarder. « Leur routine est vide sans vous. » Sa mâchoire se crispa. « Ce n'est pas à vous de dire ça. » Ses mains s'immobilisèrent un instant sur le tissu, puis reprirent leur tâche. « Peut-être pas, mais je ne semble pas avoir peur de le dire. » Cette nuit-là, les triplés boudèrent pendant le dîner, chuchotant entre eux. Quand Amara s'excusa tôt, le silence dans la salle à manger sembla plus lourd que la table de marbre. 2 jours plus tard, Daniel était dans son bureau quand Madame Cartwright apparut à la porte. « Monsieur Harrington, un mot. C'est à propos de Mademoiselle Johnson. » Il leva brusquement les yeux. Quoi à son sujet? La gouvernante hésita. Certains membres du personnel estiment qu'elle dépasse ses fonctions, qu'elle est trop familière avec les enfants. Ce n'est pas professionnel. Daniel se renversa dans son fauteuil. Professionnel. Le mot était sûr, prévisible. C'était ainsi que sa maison fonctionnait depuis des années. Et pourtant, quand il imaginait les enfants sans le rire éclatant d'Amara dans les couloirs, l'idée lui parut fausse. « Je m'en occupe », dit-il sèchement. Ce soir-là, il trouva Amara dans le jardin, la lumière déclinante se prenant dans ses tresses alors qu'elle poussait Johanna sur la balançoire. « Vous rendez les choses difficiles », dit-il doucement. Amara le regarda, perplexe. « Rendre quoi difficile ? Mon rôle, mon autorité, la manière dont j'ai choisi de les élever. » Elle ralentit la balançoire, sa voix mesurée. « Alors peut-être devriez-vous vous demander pourquoi ils me répondent de la façon dont ils le font.
Les mots étaient simples, mais ils le frappèrent comme un coup. Il s'éloigna avant de dire quelque chose qu'il regretterait. Mais plus tard, seul dans sa chambre, Daniel admit la vérité qu'il ne voulait pas affronter. Il avait peur. Peur qu'elle leur donne quelque chose qu'il ne pouvait pas donner, et peur de ce que cela signifiait qu'il voulait, malgré tout, qu'elle continue à le leur donner. Tout commença par un appel téléphonique. Madame Cartwright frappa à la porte du bureau de Daniel juste après le petit déjeuner, l'inquiétude plissant son front. Monsieur Harrington, Madame Fields, la chauffeuse des enfants, vient d'appeler. Sa voiture est tombée en panne en allant les chercher à l'école. Daniel leva les yeux de son ordinateur portable. Envoyez un autre chauffeur. Elle a déjà essayé. Le chauffeur de secours est avec votre mère en ville. Il se frotta la tempe. Bien, j'irai. Madame Cartwright hésita. Mademoiselle Johnson est déjà en route pour l'école, à pied. Ce n'est qu'à 10 minutes, mais avec la pluie. Daniel ferma son ordinateur. Je prends la voiture. Elle peut venir avec moi. La pluie était revenue, plus forte maintenant, imprégnant l'air d'une odeur d'asphalte mouillé. Daniel gara la Bentley sur le bord de la route devant l'école, repérant Amara sous un parapluie noir. Elle le tenait incliné au-dessus des triplés, se laissant elle-même mouiller. Il baissa la vitre passager. Montez. Elle cligna des yeux, puis fit monter les enfants sur la banquette arrière avant de se glisser à ses côtés. Merci, dit-elle, sa voix prudente. Des gouttelettes s'accrochaient à ses cils, son chemisier était humide contre ses épaules. De rien, répondit Daniel en s'engageant dans la circulation. Le silence s'installa dans la voiture, seulement rompu par le bruit de la pluie contre les vitres. À mi-chemin, Johanna lança depuis l'arrière. « Papa, Amara peut-elle raconter l'histoire de la jungle encore une fois ?» Daniel croisa le regard d'Amara dans le rétroviseur. Elle attendit sa réponse. Il se surprit lui-même à dire « Allez-y ». Amara sourit faiblement et commença, sa voix basse et rythmée. Elle tissa le récit des lionceaux et de la lune grincheuse, ses mots peignant des images si vives que Daniel pouvait presque les voir. Les enfants se penchèrent en avant, suspendus à chaque mot, et sans le vouloir, il se retrouva à écouter aussi. Lorsqu'ils atteignirent le manoir, les triplés se précipitèrent à l'intérieur, bavardant sur la fin de l'histoire. Daniel sortit de la voiture en même temps qu'Amara. Un instant, ils restèrent ensemble sous l'abri du porche, la pluie martelant l'allée juste au-delà. « Vous avez un don avec eux », admit-il doucement. Son expression était indéchiffrable. « Ce n'est pas un don, monsieur Harrington. C'est juste de l'attention. » Les mots restèrent entre eux, plus lourds que la pluie. Cet après-midi-là, une autre perturbation scella leur proximité. Madame Cartwright entra dans le bureau, agitée. « Monsieur, le personnel de cuisine a dû partir plus tôt. Urgence familiale. J'ai pris des dispositions pour des plats à emporter. » « Non, » l'interrompit Daniel. « Nous pouvons nous débrouiller. Que mangent les enfants d'habitude ?» Amara apparut sur le seuil. « Je peux préparer quelque chose de simple. Des macaronis au fromage, peut-être, ou leur plat préféré, une soupe au poulet. » Daniel hésita, puis se leva. « Je vais aider. » Ses sourcils se haussèrent légèrement. « Vous cuisinez ? Je sais suivre des instructions. » La cuisine semblait étrangement plus petite avec seulement eux deux s'y afférents. La vapeur s'élevait d'une marmite sur la cuisinière, et l'odeur du bouillon frémissant emplit l'air. Daniel coupait des carottes lentement, méthodiquement, tandis qu'Amara effilochait le poulet. « Vous n'êtes vraiment pas obligé, » dit-elle sans lever les yeux de sa planche à découper. « Peut-être que j'en ai envie. » Elle esquissa un petit sourire, mais ne dit rien. Pendant qu'il travaillait, la conversation s'insinua entre le cliquetis des couteaux et le doux bouillonnement de la soupe. « Vous avez dit une fois que vous saviez ce que c'est que de se sentir invisible, » dit Daniel nonchalamment, bien que la question sous-jacente ne le fût pas du tout. Amara garda les yeux sur la marmite. « Oui. Ma mère avait 2 emplois. Mon père n'était pas là. Quand on est l'aîné de 5 enfants, on devient un bruit de fond pour les adultes. » Il n'insista pas pour en savoir plus, mais il nota l'information. Au moment où la soupe fut servie, les triplés étaient extatiques, en partie parce que papa la servait lui-même. « Meilleur dîner de tous les temps », déclara Jacob en aspirant bruyamment. Daniel croisa le regard amusé d'Amara de l'autre côté de la table. Pour la première fois depuis longtemps, la salle à manger ne ressemblait pas à une glacière. Plus tard, après que les enfants se furent endormis, Daniel raccompagna Amara dans le couloir. « Merci pour aujourd'hui. » Elle hocha légèrement la tête. « Je suis là pour ça. » Mais alors qu'elle se détournait, Daniel réalisa la vérité.
Elle était là pour bien plus que ce qu'il s'était autorisé à admettre. La pluie avait cessé le lendemain matin, laissant l'air vif et frais. Daniel était dans le jardin, un café à la main, quand il remarqua Amara agenouillée près des parterres de fleurs avec Johanna. Elle plantait quelque chose. De petites fleurs violettes. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-il en s'approchant. Johanna rayonna. « Les fleurs de maman. » Amara a trouvé les mêmes que sur la photo dans le couloir. Daniel se figea. La photo. Celle d'Amanda tenant Johanna à l'hôpital. Des iris violets en arrière-plan. Il n'avait pas remarqué qu'Amara l'avait étudiée. J'ai pensé que cela pourrait les aider à se sentir plus proches d'elle, dit Amara doucement, en essuyant la terre de ses mains. Quelque chose se serra dans sa poitrine. Vous n'avez jamais mentionné que vous saviez. Je n'ai pas besoin de le mentionner pour voir ce qui manque, répondit-elle gentiment. Ce soir-là, après que les enfants se furent couchés, Daniel se retrouva de nouveau dans la cuisine. Amara rinçait la vaisselle, les manches retroussées jusqu'au coude. Asseyez-vous, dit-il soudainement. Prenez un café avec moi. Elle hésita, puis s'essuya les mains et le rejoignit au comptoir. Vous n'êtes pas comme les autres membres du personnel, commença-t-il. Il garde une distance. Pas vous. Ses lèvres se courbèrent en un léger sourire. Je n'ai pas été élevée avec la distance. Ma mère m'a appris que les gens ont besoin de se sentir vus, surtout les enfants. Elle disait, l'amour, ce ne sont pas des maisons parfaites et des règles. C'est la présence. Daniel l'étudia. Votre mère semble sage. Les yeux d'Amara s'adoucirent mais s'assombrirent sur les bords. Elle l'était. Jusqu'à ce qu'elle tombe malade. Il ne l'interrompit pas. J'avais 17 ans quand elle est décédée. Mon plus jeune frère n'en avait que 5. J'ai dû faire un choix. Aller à l'université comme je l'avais prévu, ou travailler pour garder mes frères et sœurs ensemble. Alors, j'ai travaillé. Et j'ai appris que parfois, on ne peut pas donner aux enfants tout ce qu'ils veulent, mais on peut leur donner la seule chose qu'ils n'oublieront jamais, votre temps. Sa voix vacilla légèrement à la fin, mais elle ne détourna pas le regard. Daniel sentit ces mots comme l'écho de quelque chose qu'Amanda disait souvent. Ils ne se souviendront pas des jouets, Daniel. Ils se souviendront de ton rire à table. Je n'étais pas là, dit-il finalement. Amara fronça légèrement les sourcils. Pourquoi? Pour son dernier jour. Pour Amanda. J'étais à Hong Kong en train de conclure une affaire. Je me suis dit que je n'aurais rien pu changer si j'avais été là, mais la vérité, c'est que je n'en sais rien. C'était la première fois qu'il prononçait son nom à voix haute devant quelqu'un depuis des années. Le silence entre eux n'était pas inconfortable. Il était lourd de choses qu'ils comprenaient tous les deux. La perte, la culpabilité, la douleur de ce qui ne pouvait être défait. Finalement, Amara parla. Vous ne pouvez pas changer ce qui s'est passé. Mais vous pouvez changer ce qui se passera ensuite. La simplicité de cette phrase faillit le briser. Les jours suivants passèrent différemment. Daniel commença à se joindre plus souvent à l'heure du coucher, pas tous les soirs, mais assez pour que les triplés le remarquent. Il ne dit pas à Amara qu'il le faisait à cause de ses paroles, mais il soupçonnait qu'elle le savait. Et elle, à son tour, semblait moins sur la défensive avec lui. Il la surprenait à fredonner en pliant le linge ou à rire doucement de quelque chose que les enfants disaient. Une fois, il l'entendit même chanter pour elle-même dans le garde-manger. Un soir, en aidant Jonah avec ses devoirs, Daniel remarqua le dessin du garçon. 3 enfants, un grand homme et une femme aux longs cheveux debout sous un soleil. « Qui est-ce » demanda Daniel en montrant la femme. « C'est Amara, » dit Jonah sans hésiter. « Elle fait partie de notre famille maintenant. » Daniel ne sut que répondre. Plus tard dans la soirée, il trouva Amara dans le salon en train de ranger. « Les enfants vous considèrent comme de la famille, » dit-il. Les mots étaient à la fois une affirmation et une question. Ses mains s'immobilisèrent sur le dossier du canapé. « Et vous pensez que c'est un problème ?» Il hésita. « Non. Je pense que c'est inévitable. » Leurs regards se maintinrent un long moment. Les premiers signes furent subtils. Daniel commença à s'attarder plus souvent dans la cuisine quand Amara cuisinait. Au début, c'était juste pour prendre un verre d'eau. Puis, ce fut pour s'appuyer sur le comptoir, demandant « Qu'est-ce qu'on mange ce soir ?» d'une manière qui visait plus à entendre sa voix qu'à connaître le menu. Amara, de son côté, cessa de se raidir quand il entrait dans la pièce. Elle gardait toujours une distance respectueuse. Il était, après tout, son employeur. Mais il y avait maintenant une aisance, une légèreté dans son sourire qui n'existait pas auparavant. Un après-midi, il plut si fort que le jardin fut inondé. Les triplés, coincés à l'intérieur, étaient des tornades d'énergie.
Amara venait de convaincre Jonah d'arrêter d'utiliser le canapé comme trampoline quand Daniel apparut sur le seuil, les manches retroussées. « Que se passe-t-il ici ?» demanda-t-il. « Tempête intérieure, » répondit Amara. « Nous essayons d'y survivre. » Daniel eut un sourire en coin. « Quelle est votre stratégie ?» Les yeux d'Amara s'illuminèrent de malice. « Une cabane en coussin gagne toujours. » Quelques minutes plus tard, le salon était transformé. Coussins de canapé empilés comme des murs de château. Couvertures drapées en guise de toit. Des guirlandes lumineuses sorties du placard projetaient une lueur chaleureuse. Les triplés hurlaient de rire tandis que Daniel rampait à l'intérieur, prétendant être un dragon. Amara joua le jeu, les sauvant théâtralement de la bête. Un instant, cela ne ressemblait plus à la maison d'un milliardaire. Cela ressemblait à un foyer. Cette nuit-là, alors qu'Amara bordait les enfants, Daniel se tenait silencieusement sur le seuil, observant. Elle ne le remarqua pas au début. Elle était trop occupée à lisser les cheveux de Johanna et à lui murmurer quelque chose qui la fit glousser. Quand elle leva enfin les yeux, son sourire s'adoucit. « Vous êtes censé être le dragon effrayant, pas le papa sentimental. » « Les dragons ont plusieurs facettes, » dit-il sèchement, mais sa voix était chaleureuse. Les jours prirent un nouveau rythme. Des matins avec des petits déjeuners pressés, des après-midi de devoirs et de jeux, des soirées aux routines tranquilles. Daniel commença à se joindre à eux pour le déjeuner du dimanche, chose qu'il n'avait pas faite depuis des années. C'est lors d'un de ces dimanches que le lien entre eux s'approfondit de manière inattendue. Il débarrassait la table quand Johanna renversa un verre d'eau, trempant sa robe. Elle se figea, les yeux écarquillés, s'attendant clairement à être grondée. Sans hésiter, Amara s'agenouilla, sourit et dit « Eh, ce n'est que de l'eau. On va te mettre ta robe de licorne. » « D'accord ?» Johanna hocha la tête, le soulagement inondant son visage. Daniel assista à la scène, et quelque chose en lui changea. Il réalisa avec un pincement au cœur qu'Amanda réagissait de la même manière, calme, gentille, ne faisant jamais sentir aux enfants qu'ils étaient petits pour leurs erreurs. Plus tard, quand les enfants furent dehors, il dit doucement à Amara, « Vous ne savez pas à quel point cela comptait pour elle. » Elle haussa les épaules. « Je sais juste ce que c'est que d'avoir peur de mal faire. » Cette nuit-là, ils restèrent éveillés plus tard que d'habitude, discutant autour d'un thé à la table de la cuisine. Amara lui raconta des histoires sur ses jeunes frères. Daniel rit plus cette nuit-là qu'il ne l'avait fait depuis des mois. Ce n'était pas de la séduction. Pas exactement. C'était du réconfort. Mais le réconfort, réalisa Daniel, était une chose dangereuse. Il donnait envie d'en avoir plus. Une semaine plus tard, un petit incident rendit cette vérité plus frappante. Les enfants jouaient dans le jardin quand Jonah trébucha et s'écorcha le genou. Daniel se précipita, mais Amara était déjà là, accroupie, parlant à Jonah d'un ton calme et apaisant. Elle nettoya la plaie, lui embrassa le front, et en quelques minutes, le fit rire à nouveau. Daniel resta figé, observant. C'est alors que la pensée lui vint, sans y être invitée, elle a sa place ici. Ce soir-là, en la raccompagnant à la porte après son service, il dit « Vous avez changé cette maison. » Elle le regarda, perplexe. « Je ne fais que mon travail. »« Non, » dit-il doucement. « Vous faites plus que ça. Et je ne sais pas si je devrais vous remercier ou en avoir peur. » Leurs regards se croisèrent un long moment chargé avant qu'elle n'esquisse un léger sourire. Peut-être les deux. Le changement commença par un appel téléphonique. Amara était dans la salle de jeu, aidant Johanna à arranger les meubles de sa maison de poupée, quand son téléphone vibra dans sa poche. Elle faillit l'ignorer. C'était l'heure du travail, mais l'identité de l'appelant la figea sur place. Sa sœur. Elles se parlaient rarement, sauf en cas de problème. Amara s'excusa et sortit dans le couloir. La voix à l'autre bout du fil était tremblante. Leur propriétaire avait décidé de vendre le petit appartement où vivait la sœur d'Amara. Elles avaient un mois pour déménager. Les loyers avaient augmenté, bien plus que ce qu'Amara pouvait se permettre d'aider avec son salaire actuel. Elle promit à sa sœur qu'elle trouverait une solution, mais son estomac se noua d'inquiétude. Daniel remarqua la différence presque immédiatement. Cet après-midi-là, pendant le goûter, Amara oublia d'enlever les croûtes du sandwich de Johanna. Un détail, mais les triplés étaient des créatures d'habitude. Elle s'excusa rapidement, mais son esprit était clairement ailleurs. « Tout va bien ?» demanda Daniel plus tard, la trouvant seule dans la cuisine. Elle força un sourire. « Juste fatiguée. » Mais Daniel avait bâti sa fortune en lisant les gens, et Amara était pour lui un livre ouvert, un livre qu'il commençait à connaître par cœur. 2 jours plus tard, le vrai coup tomba.
Daniel revint d'une réunion matinale et trouva les triplés inhabituellement calmes dans le salon, en train de colorier. Amara était sur le canapé, tenant une enveloppe, son expression illisible. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-il. Elle hésita, puis la lui tendit. À l'intérieur se trouvait une lettre de démission, courte et polie. La poitrine de Daniel se serra. « Vous partez. » Sa voix était calme, mais ses yeux trahissaient sa tristesse. « Ma famille a besoin de moi. Ma sœur a des problèmes, et je dois être là. La seule façon de gérer ça est de prendre un travail plus près de chez elle. » Il tenta de la raisonner. « Je peux aider. Vous n'êtes pas obligé de... » « Non, » l'interrompit-elle gentiment. « Vous en avez assez fait. Ce n'est pas votre responsabilité. » Son ton n'était pas froid. Il était définitif. Cette nuit-là, Daniel ne put se concentrer sur son travail. Il arpentait son bureau, revoyant les derniers mois. Les rires dans la cabane en coussin. La façon dont les enfants s'accrochaient à elle, la façon dont elle rendait sa maison vivante. Il réalisa avec un choc que ce n'était plus seulement une question d'enfant. Il ne voulait pas qu'elle parte parce qu'il ne voulait pas qu'elle sorte de sa vie. Mais que pouvait-il dire qui ne sonnerait pas comme du désespoir? Le lendemain, il la trouva dans le jardin avec les triplés. Les jumeaux jouaient à chat. Johanna tenait la main d'Amara pendant qu'elle regardait. Daniel s'approcha, le cœur battant. « Amara, je... » Avant qu'il ne puisse finir, une voix derrière lui l'interrompit. « Tiens, alors c'est la fameuse Amara dont j'ai tant entendu parler. » Daniel se retourna et vit une grande femme, impeccablement vêtue, s'avancer sur la pelouse. Son pouce accéléra. C'était Clara, la sœur de sa défunte femme, une femme qui ne l'avait jamais appréciée et qui avait le don de semer le trouble. Elle jeta un regard entre lui et Amara, ses lèvres se courbant en un rictus qui tenait à la fois du sourire et de l'avertissement. « Je crois que nous devons parler, » dit Clara. L'air entrechangea. Le sourire d'Amara s'effaça, et Daniel sut soudain que quelle que soit cette conversation, elle pourrait tout changer. Les yeux de Clara étaient perçants, absorbant tout, le jardin bien entretenu, les rires des enfants, la manière subtile dont Johanna tenait encore la main d'Amara. « Je vois que tu as été bien occupé, » dit-elle à Daniel, sa voix suintant de jugement implicite. Daniel croisa les bras. « Que veux-tu, Clara ?» Elle sourit de cette façon qui n'était pas un sourire. « Je suis venue voir mes nièces et mon neveu. Quelqu'un doit veiller sur eux maintenant que leur père est distrait. » Amara sentit la pique dans ses mots. Elle recula discrètement, ne sachant si elle devait s'excuser ou rester. Clara s'accroupit pour saluer les triplés, son ton s'adoucissant immédiatement pour leurs oreilles. « Tante Clara s'est tellement ennuyée de vous. Saviez-vous que je m'occupais de vous quand vous étiez des bébés ? » Johanna, toujours honnête, intervint, « C'est Amara qui s'occupe de nous maintenant. Elle est la meilleure. » Le sourire de Clara se figea. « J'en suis sûre. Pour l'instant. » Ce soir-là, après que les enfants furent couchés, Clara accula Daniel dans son bureau. « Je sais ce que tu fais, » dit-elle, appuyée contre le cadre de la porte. « Et c'est imprudent. » Daniel fronça les sourcils. « Qu'est-ce que je fais exactement ?» Elle s'approcha. « Tu te rapproches trop du personnel. Ce ne sont pas seulement les commérages qui m'inquiètent. Pense aux enfants. Ils ont déjà perdu une mère. Veux-tu vraiment qu'ils s'attachent à quelqu'un qui pourrait être parti dans quelques mois ? » La mâchoire de Daniel se crispa. Amara n'a été que bénéfique pour eux. Les yeux de Clara lancèrent des éclairs. Et que se passera-t-il quand elle décidera qu'elle en a assez ? Tu crois que tu peux acheter sa loyauté ? Ces choses-là ne durent pas, Daniel. Les gens comme elle, ils n'ont pas leur place dans ton monde. Ce que Daniel ignorait, c'est qu'Amara était passée devant la porte du bureau en se rendant à la buanderie. Elle n'avait pas l'intention d'écouter, mais les mots « les gens comme elle » la frappèrent comme une gifle. Elle se figea dans le couloir, le cœur battant, écoutant Clara la dépeindre comme temporaire, indigne, jetable. Quand Daniel la défendit, cela aurait dû être réconfortant, mais une partie d'elle se demandait, au fond, était-il secrètement d'accord ? Plus tard dans la nuit, Daniel frappa à sa porte pour prendre de ses nouvelles. « Tout va bien ?» demanda-t-il doucement. Amara força un hochement de tête poli. Bien sûr, pourquoi ça n'irait pas ? Mais sa voix avait perdu une partie de sa chaleur. Son sourire n'atteignait plus ses yeux. Les jours suivants furent différents. Amara s'occupait toujours des enfants avec le même dévouement, mais quelque chose dans ses interactions avec Daniel avait changé. Elle était plus sur la défensive, plus professionnelle. Daniel le remarqua, et cela le rongeait. Pendant ce temps, Clara s'attardait, proposant son aide avec les enfants, laissant subtilement tomber des remarques au personnel, semant des graines de doute dans tous les coins de la maison.
Un après-midi pluvieux, Clara trouva Amara dans la cuisine. « Vous êtes douée avec eux, dit Clara nonchalamment. Mais ne vous mettez pas trop à l'aise. Cette famille, ils sont compliqués. Mieux vaut ne pas trop s'attacher. » Amara croisa son regard, laissant enfin paraître l'acier dans sa voix. « Il est trop tard pour ça. » Pendant une fraction de seconde, le sourire de Clara vacilla. Cette nuit-là, Daniel reçut un email inattendu de son avocat. Clara l'avait contacté, affirmant avoir des inquiétudes quant à la stabilité émotionnelle des enfants et à l'influence de gardiens non familiaux. Ce n'était plus seulement des commérages. C'était un combat. Et la personne prise au milieu, Amara, était sur le point de prendre une décision qui pourrait tout changer. La tempête dehors fit rage pendant des heures, le tonnerre faisant trembler les fenêtres comme si toute la maison retenait son souffle. Daniel arpentait son bureau, l'email de son avocat toujours ouvert sur son écran. Sa mâchoire était crispée, son esprit rejouant les mots de Clara, la distance soudaine d'Amara, et la douleur dans sa poitrine chaque fois qu'elle évitait son regard. Finalement, il prit une décision. Il ne la perdrait pas. Ni à cause de Clara, ni à cause de la peur. Il trouva Amara dans la salle de jeu des enfants, agenouillée à côté de Johanna, qui lui montrait un dessin de leur famille au crayon. On y voyait Daniel, les triplés, et Amara, juste à côté d'eux. La voix de Daniel se brisa. « C'est magnifique. » Johanna rayonna. « C'est nous, pour toujours. » La gorge d'Amara se serra. Elle embrassa le front de Johanna, mais ne regarda pas Daniel. « Amara, pouvons-nous parler ?» demanda-t-il. Elle hésita, puis hocha la tête, le suivant jusqu'à la véranda. La pluie brouillait le jardin à l'extérieur, rendant le monde petit et intime. « Je vous ai entendu, dit-elle doucement avant qu'il ne puisse parler. Clara. Les choses qu'elle a dites sur les gens comme moi. La poitrine de Daniel se serra. Amara, je n'ai jamais. Elle secoua la tête. J'ai été dans assez de pièces où l'on me considérait comme inférieure. Je ne voulais pas croire que je ressentirais ça ici. Mais j'ai peur, Daniel. Peur de trop m'approcher. Peur de les aimer, de vous aimer, puis de m'entendre dire que je n'ai pas ma place. Daniel s'approcha, sa voix basse mais ferme. Vous avez votre place. Avec eux, avec moi. Ce n'est pas à Clara d'en décider. Personne d'autre que nous. Il plongea la main dans sa poche et en sortit un papier plié. J'ai parlé à mon avocat. Je veux rendre cela officiel. Vous serez leur tutrice permanente s'il m'arrivait quelque chose. Non pas parce que vous êtes une employée, mais parce que vous êtes de la famille. Les yeux d'Amara s'emplirent de larmes. Daniel. Il prit ses mains. Je me fiche de l'opinion de Clara. Je me soucie de la façon dont vous avez guéri cette maison. De la façon dont il rit maintenant, de ce que je ressens quand vous entrez dans une pièce. J'ai fini de prétendre que ce n'est qu'une question d'enfant. Elle laissa échapper un rire tremblant à travers ses larmes. Vous me rendez la tâche très difficile de garder mes distances. Tant mieux, dit-il en souriant. Parce que je ne veux pas de distance. Je vous veux ici. Toujours. Depuis le seuil, la petite voix de Johanna s'éleva. Est-ce que ça veut dire qu'Amara reste pour toujours? Daniel et Amara se tournèrent et virent les trois triplés debout, en pyjama, les yeux écarquillés d'espoir. Amara s'agenouilla, ouvrant les bras. Oui, mon cœur. Je reste pour toujours. Les triplés se précipitèrent dans son étreinte, l'enveloppant d'un nœud de petits bras. Daniel se tenait au-dessus d'eux, le cœur plein, sachant que son foyer était enfin complet à nouveau. Clara partit le lendemain matin, ses remarques acerbes impuissantes face à un front uni. Les triplés jouaient dans le jardin, la main de Daniel posée dans celle d'Amara. La tempête était passée depuis longtemps. Dans cette maison, l'amour avait gagné. Et il n'allait nulle part. Car la famille ne se définit pas toujours par les liens du sang. Elle se tisse avec les fils de ceux qui choisissent de vous aimer, inconditionnellement. Si cette histoire a touché votre cœur, puisse-t-elle rappeler que l'amour trouve toujours son chemin, même dans les demeures les plus sombres.